On va, toutes nos excuses déjà pour cette longue transition. J'ai pas pris suffisamment de dispositions. J'aurais dû préparer certainement un reportage pour faire passer le temps de changer justement de panéliste. On va prendre ce communiqué radio. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, porte à la connaissance des populations de la ville de Douala qu'il organise du 2 au 7 avril 2020 une vaste opération de recherche active des cas au sein de la population dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, le Covid-19. Les agents de santé communautaire passeront dans les ménages pour sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre le coronavirus et identifier les personnes à risque de développer la maladie, à l'effet de leur faire subir un test de dépistage par les équipes spécialisées. Le ministre de la Santé publique invite les populations de la ville de Douala à adhérer à cette opération de lutte contre le coronavirus qui se fera sous l'encadrement du gouverneur de la région du littoral. Il rappelle par ailleurs aux populations l'importance de respecter les mesures de prévention dans le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, ainsi que la limitation des déplacements hors des domiciles. Donc, en seconde partie de cette émission, on parle surtout économie. Je vous l'ai dit à l'entame de ce programme, au moment où certains acteurs appellent à un confinement général pour éviter ou alors limiter la propagation du Covid-19. En rappel, selon un tweet du ministre de la Santé publique, ce matin, nous avons déjà 113 cas positifs au Cameroun. Pour commencer, donc, Franck Essi, bonjour, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour à tous et celles qui nous écoutent. On va surtout utiliser votre casquette d'économiste de ce dimanche. Donc, pour commencer, quelle est la lecture que vous faites de la polémique qu'il y a eu cette semaine autour du décès d'Achille Essombel, l'oncle de l'international camerounais Patrick Mboma, après avoir repris la famille qui faisait justement savoir qu'il était victime du Covid-19. Les autorités l'ont finalement admis. Non, la première chose, c'est que c'est très grave que dans une période comme celle-ci, un média public comme la CIA TV soit un organe qui ne vérifie pas les informations et qui, plus grave parfois, publie des mensonges. Parce qu'il me semble que, après que la famille ait annoncé qu'ils ont perdu quelqu'un de suite au coronavirus, on a attribué des propos au directeur de l'hôpital, selon lesquels ce ne serait pas le cas, propos qu'il aurait lui-même démentis. Et ensuite, le ministre est venu plus tard reconnaître qu'effectivement c'était ce cas-là. Donc je pense qu'en termes de communication de crise, c'est un très mauvais exemple. Ça participe à décrédibiliser la parole publique qui pourtant doit être la boussole en période de crise et malheureusement ça complique la situation. Mais sauf que cette polémique laisse aussi entendre que le défunt n'était finalement pas parmi les cas recensés par le ministre de la Santé. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y aurait un peu plus de 113 cas finalement? Écoutez, dans tous les pays, il y a une constante. Il y a un écart entre le chiffre officiel qui correspond au nombre de personnes testées et le chiffre réel qui lui englobe des personnes qui peuvent être en circulation et qui n'ont pas subi de test. C'est le cas partout et c'est encore le cas dans un pays comme le nôtre qui n'a pas encore commencé un processus de test massif. Alors nous sommes justement à 23 jours après l'apparition du premier cas de coronavirus au Cameroun et 12 jours après la sortie du Premier ministre. Est-ce que vous avez l'impression finalement que les Camerounais au fil des jours prennent la mesure de la chose? Et pour que les Camerounais prennent la mesure de la chose, il faut d'abord que le gouvernement lui-même prenne la mesure des choses. Je m'associe à tous ceux qui estiment que ce n'est inacceptable, ce n'est pas compréhensible que, par exemple, le chef de l'État ne soit pas au front, ne soit pas visible, ne soit pas à la première ligne avec les autres ministres pour donner l'exemple. Je constate aussi qu'au sein de l'appareil gouvernemental, ça ne semble pas être quelque chose qui préoccupe tous les ministères. Parce que normalement, on aurait vu, au-delà des réunions tardives qui ont eu lieu, des plans spécifiques et robustes déployés par tous les ministères pour dire, en ce qui les concerne, les implications justement de cette lutte contre la pandémie. Donc c'est difficile que la prise de conscience de la population soit effective au niveau si déjà ceux qui sont censés, en tant que dirigeants, montrer l'exemple ne le font pas. Je ne parle pas, je ne reviens pas sur le cas du président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut observer que, vous savez, dans la population camerounaise, il y a des éléments qui sont, comme je vous l'expliquais, liés d'abord à un déficit, une défiance vis-à-vis de la parole gouvernementale. Donc ça c'est un facteur qui fait d'abord que ce discours-là n'est pas pris au sérieux. Deuxièmement, il y a le fait que ça semble être pour certains quelque chose qui apparaît comme la maladie des autres.
Voilà, c'est peut-être avec l'augmentation des cas sur le terrain que cette prise de conscience va grandir. Et enfin, il faut dire que même si les gens sont conscients, ce qu'on est en train de leur demander de faire, parce qu'on va revenir sur les mesures et les messages, c'est contradictoire. Restez chez vous en même temps, ne restez pas totalement confinés. C'est des injonctions contradictoires qui font en sorte que les gens qui doivent vivre au jour le jour ne peuvent pas totalement ne pas les appliquer. Justement, une dernière question, pour revenir sur la polémique autour du décès d'Achille Essombe. J'ai envie de vous demander à qui finalement profite la dissimulation des cas. C'est la question qu'on se pose quand on regarde nos ministres, parce qu'on se pose la question, mais sur une affaire pareille, il n'y a pas besoin de faire de la politique politicienne. C'est une question de santé publique très grave. La totale transparence s'impose parce que moi je suis aussi un acteur politique, mais sur ce cas je pense que j'ai intérêt à ce que le ministre de la Santé soit performant, que tous les ministères soient performants, parce que ce virus-là ne fait pas la distinction entre les Camerounais, entre les tribus. Donc on a besoin d'institutions qui fonctionnent au maximum de leurs possibilités. Donc ce genre de mensonge, ce genre de contre-vérité ou d'occultation de faits est préjudiciable à la bonne prise en compte de cette pandémie. Il nous a rejoint sur le plateau, il nous vient de Yaoundé. Toutes nos excuses pour, j'imagine que c'était pas facile, c'est la première fois qu'on vous reçoit justement sur notre plateau. Lui, Narcisse Ngonon, vous êtes économiste, bonjour, oui, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. On va rapidement parler d'abord de l'absence physique du chef de l'État. Franck Essi a dit un mot là-dessus. L'absence physique du chef de l'État au moment où beaucoup de chefs d'État dans le monde sont ceux qui portent entièrement le combat. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'absence physique de Paul Biya? L'absence publique du chef de l'État. Physique, oui. Physique du chef de l'État n'est pas une nouvelle chose. Elle est caractérielle même de sa manière de gérer les affaires dans notre pays. Je pense qu'à côté, il y a toujours une équipe gouvernementale qui fait son travail. On a un département ministériel qui est chargé de la question et qui est censé prendre toutes les mesures possibles pour juguler la crise, pour tenter de juguler la crise. Donc, peut-être cette présence-là peut servir à rassurer la population et nous appelons de tous nos voeux qu'il fasse une sortie pour communiquer, pour essayer aussi de prendre des initiatives comme celles qui sont prises ailleurs. Mais cela n'enlève en rien le fait que les équipes gouvernementales travaillent sur le terrain tous les jours. Alors avec Franck ici, on a parlé également de la polémique autour du décès d'Achille Essombe, l'oncle du footballeur Patrick Mboma. Et on constate que les autorités semblent avoir opté pour une stratégie qui laisse penser qu'elles maîtrisent justement la situation pour éviter la psychose au sein de la population, au regard justement de l'attitude insouciante des Camerounais. Pensez-vous que cette stratégie soit efficace? Je pense que cette stratégie, déjà, ce qu'on peut observer en général, c'est qu'il y a quand même une certaine communication qui est plus ou moins, moi qui me dérange parfois, c'est-à-dire c'est une communication qui tente à faire croire que ceux qui décèdent du coronavirus ce ne sont que des cas importés et que ceux qui sont présents localement sont les moins affectés. Je pense qu'on devrait revoir cette communication dans le sens non pas de provoquer une psychose, mais dans le sens davantage de responsabiliser. Parce que lorsque cette nouvelle est arrivée, on avait tendance à prendre un peu conscience, à se dire que mais voilà un cas sérieux et il faut prendre toutes les mesures possibles. Après, il y a eu ce démenti. Je pense que ce démenti nous a plus desservi que servi. Donc c'est une stratégie communicationnelle qui doit être revue. Et je pense que la communication doit être faite avec gravité si nécessité se pose et avec sérénité quand aussi cela se pose. Franck, et c'est quelle est la différence justement que vous faites entre le rester chez vous, dont parlent les autorités camerounaises, et le confinement? Est-ce qu'il y a une différence finalement? Je crois que... Parce que les autorités disent qu'on n'en est pas encore au confinement. Non, je crois que c'est des signaux contradictoires. Je pense qu'il y a entre le confinement strict total, c'est-à-dire que ne plus sortir de la maison et si vous voulez l'absence de consignes
au milieu, il y a plusieurs formules possibles. Et je pense qu'au Cameroun, sans le dire clairement, on est dans ce tâtonnement-là. On est dans cette communication qui ne précise pas. Parce que par exemple, écoutez les injonctions, on dit pas de rassemblement de plus de 50 personnes. À partir de 18 h, il faut être dans les bars, etc. Comme si le virus, en dessous de 18 h, n'opérait pas, ne circulait pas. On vous dit, soyez à 1 mètre d'une personne, mais on dit les rassemblements de, disons, 49 personnes sont permis. Alors qu'avec une personne qui est infectée, il y a déjà un risque. Donc je pense que tout ce tâtonnement, malheureusement, ce sont des jours que nous perdons. Et ça ne va pas freiner la propagation de la crise. Ce sont des injonctions contradictoires parce qu'au final, on ne sait pas ce qu'on retient. Ce que ça traduit simplement, c'est que devant la crise qui est inédite, le gouvernement est désemparé, le gouvernement évolue par tâtonnement, le gouvernement est dans une adaptation quotidienne et contrairement à peut-être ce que les gens pensent, moi je ne crois pas qu'au Cameroun, le niveau d'organisation qu'on voit manifester le gouvernement face à cette crise-là est suffisant et à la hauteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ici et là, quelques réunions entre ministères, sous la houlette du Premier ministre pour dire, bon, voici le point, voilà ce qu'on doit faire. Non, on a besoin d'une équipe dédiée, d'une cellule de crise composée de vraiment personnes de très haut niveau, de tous les ministères qui sont au front, parce que c'est quelque chose de global, ça ne relève pas que du ministère de la Santé, ça pose des problèmes économiques, ça pose des problèmes de sécurité et au-delà, ça pose même des problèmes sociaux. Donc, en permanence, les techniciens de haut niveau doivent faire la veille et, si besoin, comme nous on l'a proposé, au lendemain de la sortie du Premier ministre le 17 mars, une communication quotidienne pour faire le compte rendu sur l'évolution de la situation, sur l'impact des mesures prises, sur les ajustements qu'on apporte, taire certaines fausses rumeurs, parce qu'il y a des fausses rumeurs. C'est pas que l'étude du ministre de la Santé qui donne juste le nombre de cas. C'est pas une communication. Si le ministre de la Santé, par exemple, essayait de voir combien de personnes ont accès à Twitter, combien de personnes ont accès à Facebook, à Internet, moi-même aux médias tout court, il verra que non, le Cameroun ne se limite pas justement aux gens qui sont au Hilton, à Aqua Palace, à Douala et Yaoundé ou Bafoussam. Le Cameroun, c'est 10 régions, c'est 360 communes. Et il faut tenir compte que c'est près de 25 millions de personnes. Et chaque personne, si elle est infectée, est potentiellement un danger pour le reste de la communauté. Donc c'est important de dire qu'il faut une cellule centralisée avec toutes ces expertises-là et avec maintenant des unités décentralisées dans toutes les régions en rapport avec les organes déconcentrés de l'État qui suivent de très près cette situation et que la réponse ne soit pas seulement des réponses parcellaires, des initiatives parcellaires. Alors Franck ici parlait justement d'une communication qui va dans tous les sens, restez chez vous, pas de confinement, on s'y perd un tout petit peu. On constate finalement que le gouvernement semble avoir peur d'utiliser le mot confinement. Quels sont les facteurs qui empêchent au Cameroun d'entrer justement dans le confinement comme les autres pays? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on n'y est pas encore. Mais c'est probablement une situation qui va forcément se produire. Je peux par exemple évoquer les facteurs d'ordre économique. Le pays ne se porte pas déjà bien sur le plan économique. On est englué dans des chocs exogènes récessifs depuis 5 années sensiblement. Et à côté de ça, on a des crises sécuritaires qu'on gère et qui nous prennent assez de ressources financières. À côté, on a eu un agenda sportif qui a nécessité un certain nombre de moyens. Maintenant, s'il faut provoquer un confinement total, ça voudrait forcément dire qu'il y aura l'arrêt des activités. Et qui dit arrêt des activités ne voudra pas seulement dire un ralentissement de la croissance économique, ça veut dire qu'on va entrer progressivement en récession et qu'on va déboucher sur une crise sociale. Donc, je pense que la question qu'il se pose actuellement, c'est celle du timing. Est-ce qu'il est temps d'entrer dans le confinement total ou alors est-ce qu'il faudrait encore attendre? De toutes les manières, si on attend, qu'on n'attende pas, le temps joue un peu contre nous. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra prendre une mesure courageuse et dire aux gens de rester totalement chez eux. Beaucoup estiment, Franck, ici que si on entrait effectivement dans le confinement, qu'après la crise sanitaire, le Cameroun aurait affaire à une crise de la famine. Est-ce votre avis? Effectivement, parce que je pense que le taux de personnes qui vivent au jour le jour, qui ne sont pas capables de faire des réserves de plus de 3 jours, est significatif. Si je me fie aux dernières statistiques, mais bon, elles doivent être mises à jour, c'est le problème de ce pays. On a 39% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui vit avec moins de $2 par jour, donc moins de 1100 francs. Donc ce n'est pas des personnes comme ça que vous allez dire de rester
totalement chez elles pour éviter la propagation du virus, parce qu'elles vont se retrouver dans le dilemme. Est-ce que je vais mourir de faim ou bien je préfère prendre le risque d'aller me débrouiller et mourir peut-être du coronavirus. Surtout qu'il y a une dimension dans cette pédagogie sur le coronavirus qui nous rappelle quand même que l'immense majorité des gens qui sont peut-être en dessous de 50 ans, qui ne présentent pas certaines maladies, voilà, ont des chances de survivre. Donc, quand on va faire l'analyse, voilà, rester ici, la certitude de mourir et sortir, avoir des chances de survivre, mais pouvoir manger et survivre, les gens vont sortir. Et ce sera difficile maintenant pour les forces de l'ordre, maintenir l'ordre public, etc. Je vous assure que moi-même qui vous parle, je ne suis pas sûr que j'accepterai que mon enfant meure si je n'ai plus à manger et si je suis totalement confiné. Et je pense que l'absence aussi des décisions à ce jour du gouvernement, c'est parce qu'il est dépassé. Et il est conscient qu'une mesure de confinement stricte, totale, implique des mesures d'accompagnement dont il n'a pas les moyens. Actuellement, le Cameroun est un des rares pays qui est en train de dérouler des mesures pour faire face au Covid-19 sans annoncer des mesures financières. Parce que tous les pays sont en train d'indiquer, si vous voulez, quelques filets de sécurité sociale, quelques mesures d'accompagnement qu'ils vont décliner. Parfois des pays même très pauvres comme le Niger. Mais si au Cameroun on n'est pas encore là, c'est peut-être parce que la situation justement financière doit être critique. Et c'est là où maintenant on vous dit qu'on a besoin d'un chef de l'État, parce qu'à un moment, il y a certains types de décisions que seul lui peut prendre. Un vrai chef de l'État peut décider d'un certain type d'endettement, peut décider, mettre de la pression pour que, parfois même au niveau des banques centrales, même si ce n'est pas prévu dans les statuts actuels, mais que des mesures exceptionnelles pour lever des fonds soient prises. Parce que, écoutez, le président français dans son premier discours il a dit 6 fois quoi qu'il en coûte. Dans son second discours, je crois qu'il a dit 5 fois, nous sommes en guerre. Donc quand il dit quoi qu'il en coûte et nous sommes en guerre, dans une économie de guerre, toutes les ressources sont mobilisées pour assurer d'abord la survie du pays. Les considérations de respect des règles, si vous voulez, strictes de convergence multilatérale, de bonne gestion budgétaire, etc. On verra ça après. Ce qui est important, c'est d'abord que le pays survive. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'au niveau du Cameroun, c'est vraiment compliqué de voir ce qui va se passer. Impossible de confiner, à en croire Franck ici, impossible de confiner sans appui, sans accompagnement des populations camerounaises. Mais sur quoi est-ce que le gouvernement camerounais peut justement s'appuyer? Vous avez dit tout à l'heure que la situation économique n'était pas des plus reluisantes. Sur quoi justement le gouvernement camerounais peut s'appuyer en ce moment pour apporter son aide financière au peuple? Bien, avant de revenir sur cette question, je vais un peu rebondir sur ce que Franck ici vient de dire. C'est-à-dire qu'ailleurs, c'est-à-dire le parallèle qu'il fait avec notre situation, c'est qu'ailleurs, on a un chef d'État qui est sorti et qui a dit quoi qu'il nous en coûte, on va faire ci, on va faire ça. Mais sauf qu'il y a toujours une distance entre le discours et les faits. Parce que cette rhétorique qui tend à montrer qu'on ne maîtrise pas la situation. C'est vrai, elle est difficile à maîtriser dans tous les pays, mais elle n'est pas toujours productive parce que ailleurs, on se rend bien compte que des États qui sont plus développés que nous ne parviennent pas à maîtriser la situation. Et peu importe le nombre de sorties de chefs d'État et de chefs de gouvernement qui prennent la parole pour tenter de rassurer, on voit que les bilans les bilans s'alourdissent et viennent contraster avec cet élan de parole qu'on prend tout le temps. Je pense qu'on peut effectivement avoir besoin de la présence du chef de l'État et de ses ministres dans un discours journalier ou un communiqué, et non seulement sur des tweets. Mais il faudrait quand même qu'on relativise un certain nombre de choses. Ce n'est pas la présence, ce n'est pas le discours qui va effectivement solutionner la situation. Moi, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Edouard Fauchivet tout à l'heure. Compte tenu de l'insouciance des Camerounais en ce moment, je lui disais, on est à 113 cas. D'abord, est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais prennent la réelle mesure de la chose? Non, les Camerounais ne prennent pas vraiment la réelle Est-ce qu'une communication du chef de l'État n'est pas susceptible d'appeler un peu plus de responsabilité, d'apporter un peu plus de responsabilité chez les Camerounais? Elle pourrait apporter plus de responsabilité, mais sauf que lorsque vous voyez comment on a l'habitude de vivre, chacun à peu près, comment je peux dire ça, chacun à peu près le roi de sa bulle dans ce pays. C'est-à-dire des gens sont entrés dans une phase de déresponsabilisation que même un discours du chef de l'État
pourrait ne pas les amener à se conformer. C'est-à-dire que les gens sont préoccupés parfois par leur pitance quotidienne. Et un discours étant dans un confinement total, ce n'est pas ce discours qui va apporter le pain sur la table. Donc à un moment donné, je vois l'embarras que les dirigeants ont de prendre un certain nombre de mesures, et je rejoins Franck sur l'aspect de ressources qui peuvent ne pas être disponibles. Et c'est pour cela qu'à un moment, on a l'impression qu'on laisse plutôt la situation nous gérer que l'inverse. Oui, oui. C'est vrai que je crois que c'est très important. Oui, parce qu'on va ouvrir notre chapitre sur les mesures d'accompagnement. Voilà. Mais c'est très important, vraiment très très important, de ne pas sous-estimer d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue simplement décisionnel le rôle que doit jouer celui qui est censé être le commandant en chef, celui qui a le plus de légitimité en principe pour prendre certains types de décisions exceptionnelles. Moi, je suis surpris quand même de cette réaction parce qu'en temps de crise exceptionnelle, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est inédite. D'où les difficultés dans lesquelles mettent tous les États développés comme sous-développés, qu'on n'ait pas de visibilité sur, si vous voulez, ce que fait le chef d'État, ce qu'il initie. Surtout que dans mon propos tout à l'heure, je vous disais que à crise exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Et même statutairement, même sur le plan de la décision, le seul à pouvoir prendre certaines décisions, c'est lui. Ce n'est pas l'initiative du ministre de la Santé, ce n'est pas l'initiative du Premier ministre, même. Encore quand on connaît maintenant de façon positive, c'est-à-dire qu'on observe au quotidien comment fonctionnent les institutions, mais on peut se demander, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est en santé, et pourquoi il y a une réactivité aussi faite, parce qu'il faut le reconnaître, notre réactivité n'est pas à la hauteur. Maintenant, le deuxième point rapidement, c'est pour dire que, attention, il ne faut pas induire les gens en erreur, parce que si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'on ne pourra même pas avoir prendre des mesures. Parce que si les pays qui ont pris des mesures, la crise continue à augmenter, elle n'a pas encore atteint son pic, comme l'a par exemple annoncé les Français, l'ont annoncé les Français hier. Ça veut dire que si je suis le même raisonnement, je n'ai rien à faire ici au Cameroun, puisque qu'on prenne des mesures ou pas. Non, c'est qu'on est dans un cycle, une phase. Quand on fait la modélisation de, si vous voulez, de l'évolution possible, on est conscient qu'on n'a pas encore atteint le pic, y compris au Cameroun. Donc les mesures qu'on fait qu'annoncer, ce sont des mesures qui prennent aussi du temps pour être mises en œuvre, mais qui nous préparent à résister au mieux choc et à mieux rebondir après. Donc ce n'est pas parce que, par exemple dans le cas de la France, ils disent que le pic sera atteint dans 15 jours, que ces mesures qui ont été annoncées, qui ont été prises ne sont pas utiles. Franck, je suis d'accord avec vous qu'il faut voilà, mais il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas une affaire de communication, c'est des décisions. Il faut une communication journalière et des décisions, mais il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux populations que c'est l'agitation qui va solutionner la crise. C'est de l'agitation? Non, je m'explique. C'est-à-dire que... Non, je m'explique. Vous demandez que le chef de l'État sorte tous les jours. Est-ce que ça se demande? Bon, est-ce que ça se fait ailleurs? J'ai demandé que la task force se communique chaque jour. Oui, ça pourrait se faire. Je pense que ça doit se faire. Je voudrais rapidement évacuer même la question du chef d'État, mais ce que j'ai dit très clairement, c'est qu'un chef d'État fixe le cap. Par exemple, on fait un Conseil national de sécurité. Et vous avez parce que moi, je pense que l'instance, par exemple... Oui, je pense. Je peux vous démontrer en quoi la mobilisation au niveau gouvernemental n'est pas à la hauteur. Essayez de le démontrer alors. Ok. Allons-y. Où sont les concertations avec le secteur privé, avec les mesures d'accompagnement où le secteur privé fait des efforts? Parce que si on demande aux gens, les entreprises, les travailleurs, de réduire leur activité, de se mettre en confinement, donc d'avoir une diminution de leur pouvoir d'achat, mais une augmentation potentielle de leurs dépenses, du fait en plus de la flambée des prix qui va accompagner, où sont les concertations pour conduire ensemble tout ça? Deuxième chose, moi des propositions qu'on a faites, quand on est dans une économie de guerre, une situation inédite, on peut faire des réquisitions, pas seulement des hôtels pour mettre en quarantaine des gens, mais il faut aussi, par exemple, réquisitionner certains secteurs de l'appareil productif national pour produire des éléments comme par exemple tout ce qui peut permettre, ceux qui sont des frontliners, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les policiers, dans cette lutte-là, pour qu'ils soient protégés. Parce qu'avec l'évolution de la crise, si on a une diminution, déjà qui ne sont pas très nombreux, du personnel de santé et des policiers, ça va accroître la catastrophe. Donc, ce type de concertation n'a pas encore été mis en œuvre, n'a pas encore abouti à des décisions. La preuve, c'est les communiqués que ces différents segments du secteur économique expriment. Ce n'est qu'un seul exemple. Hein. On peut vous dire que non, on ne peut pas dire que c'est à la hauteur. Et on n'a pas besoin de prendre des siècles. Le Niger qui est à côté là, qui ne nous dépasse en rien, a déjà des mesures beaucoup plus élaborées. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait davantage faire. Je ne suis pas en train de dire que les mesures qui sont prises sont à la hauteur de la situation.
Et moi-même, j'observe aussi que les équipes gouvernementales agissent un peu à tâtons. Les mesures qui ont été prises récemment avec les 1500 sensiblement d'agents qui vont dépister des gens chez eux, ce sont des mesures qui auraient peut-être dû être prises depuis. On aurait pu prendre des mesures plus fortes en ayant 3 foyers où la crise sanitaire sévit au Cameroun, Bafoussam, Douala et Yaoundé, décider par exemple de les mettre en quarantaine, on pourrait tellement faire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une mauvaise communication aussi peut créer des débouchés sur la psychose. C'est pour cela que je vais prendre un exemple simple. Il est très difficile déjà de gérer nos propres maisons. Et gérer un État, c'est difficile. Et je pense que les équipes gouvernementales essayent de, peut-être parfois maladroitement, de faire leur job. Maintenant, il appartient à vous et nous de faire un certain nombre de propositions pour essayer de les titiller et d'aller, de faire davantage. Mais n'essayons pas de montrer aussi aux gens que rien n'est fait. Je pense que c'est pas ça qui est en jeu. Voilà, l'enjeu, c'est le mal qui est devant nous. Oui, c'est pas le confort des fonctionnaires, c'est pas la critique, etc. C'est pas vous, c'est pas lui. Écoutez, mais c'est la protection des vies. Nous le connaissons tous, l'enjeu. Voilà. Donc, restons focalisés sur l'enjeu. Nous le connaissons tous, l'enjeu. C'est-à-dire que nous avons une crise sanitaire qui va forcément déboucher sur une crise sociale et économique. Donc, il faut que des mesures soient prises. Maintenant, est-ce qu'on a les ressources? On n'en a pas. Vous convenez avec moi. Mais d'où les mesures exceptionnelles, d'où les responsabilités des gens qui ont les pouvoirs exceptionnels. Vous dites que des mesures, on n'a pas les ressources, mais est-ce qu'on a les moyens justement d'avoir ces ressources-là? On ne les a pas présentement, mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir ces ressources-là? Il y a des leviers. Voilà, c'est la question que j'ai posée d'abord. Oui, d'abord, il y a des leviers sur le plan national et sur le plan sous-régional. Sur le plan national, je pense qu'on peut prendre un certain nombre de mesures très fortes, c'est-à-dire peut-être prendre une loi qui va, comme Franck essayait de le dire tout à l'heure, protéger un certain nombre de personnes, ne pas seulement se contenter à protéger ceux qui prennent des risques pour sauver des vies, mais peut-être aussi ça va faire mal à l'économie. Mais à un moment donné, je pense qu'on pourrait aussi envisager une certaine suspension des obligations. J'entends quoi par là, parce que lorsque vous vous confinez et que vous êtes dans un état de chômage partiel ou total, forcément, vous ne produisez plus de la ressource pour prendre en charge votre loyer et les différentes factures. Donc il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Maintenant, la véritable question qui se pose, c'est celle d'aller chercher de l'argent. Et où on va chercher cet argent? On est dans un pays où on a un endettement qui est en train de croître. On a un certain nombre de déficits et je vois effectivement la difficulté qu'il y a à prendre ce type de mesures-là pour pouvoir fixer le cap. Il est très difficile dans notre contexte actuellement de dire avec certitude qu'on pourra mobiliser les fonds ici et là. On a, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, presque les chantiers sportifs ont pompé presque toute la ressource, les crises sécuritaires. Donc c'est difficile pour nous. Vous prenez le cas du Niger, je ne pense pas que le Niger vit la même situation que la nôtre. Les pays peut-être plus petits que les nôtres, économiquement, n'ont pas forcément géré la crise de Boko Haram depuis des années. Ils ne gèrent pas forcément peut-être une crise anglophone qui pompe aussi des ressources et maintenant ne sont pas peut-être confrontés à la même hauteur que nous dans une crise sanitaire. On ne peut pas faire de la transposition des mesures qui sont faites ailleurs. Il faut les contextualiser et il faudrait de la prudence et il faudrait aussi le sens de la mesure pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire. Franck, où est-ce qu'on peut aller chercher l'argent? Oui, avant de ça, je pense déjà que pour pouvoir chercher et trouver l'argent, il faut changer de paradigme. Parce que si on est dans le paradigme, si vous voulez, de l'excuse, de l'impuissance, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire, quand vous allez faire une guerre, vous devez gagner. Certes, vous êtes conscient qu'il y a des soldats qui vont partir. La question, c'est comment je minimise le nombre de morts. Parce qu'on a la particularité, effectivement, en tant qu'État africain, et le Cameroun en particulier, d'avoir de faibles capacités sanitaires et une très faible marge de manœuvre budgétaire. D'où la nécessité de sortir du carcan dans lequel nous sommes. On ne peut pas, devant une situation exceptionnelle, utiliser les règles de la situation ordinaire. Et c'est là où tous les débats qu'on a souvent eu, que certains ont pu juger de débats inutiles sur le franc CFA, sur le système financier qui n'est pas adapté, nous rattrapent. Parce que le levier monétaire, le levier de la création monétaire est quelque chose qui nous limite aujourd'hui et sur lequel
il me semble qu'en temps de guerre, en un moment exceptionnel, il faut qu'on s'en sorte. Je crois qu'il y a une réunion qui s'est tenue hier, les ministres de l'économie de la CEMAC, et qui a pris un certain nombre de résolutions, dont la mobilisation de fonds, déjà à l'échelle sous-régionale, et la mobilisation de fonds au niveau international. Parce qu'il faut savoir que le FMI a mis une ligne de crédit pour préparer justement ce qui va arriver en Afrique, pour aider les États. Mais je ne pense pas qu'il faut compter seulement sur ça. Je pense qu'on doit se mettre dans une situation où les contraintes comme par exemple le niveau de la dette sur le PIB là, ne peuvent pas être ce qui nous empêche de nous endetter au maximum. Si il faut par exemple, comme j'ai vu au Rwanda, ça a commencé hier, passer dans chaque maison avec des paquets de nourriture pour remettre aux populations, parce que la maison classait les populations en 4 niveaux, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Donc de classe 1 à classe 2, c'est des gens vraiment en difficulté, classe 3, c'est des gens qui peuvent se prendre en charge, et classe 4, c'est des gens qui sont considérés comme riches. Donc ils font du porte-à-porte, etc. C'est, je crois, 7 ou 8 millions d'habitants le Rwanda. C'est quelque chose qui devrait inspirer, parce qu'il ne s'agit pas peut-être de copier-coller, mais il faut faire du benchmarking. Qu'est-ce qui est faisable ailleurs, qu'est-ce qui est fait ailleurs, qui semble aller dans la bonne direction, qui atténue les souffrances, qui permet aux populations d'adhérer à ces mesures drastiques, parce qu'on entre dans une vraie période de rationnement. Je dis bien de rationnement, il faut que les gens se disent que si ça dure 3 mois, 4 mois, voire plus, écoutez, on va redevenir des gens qui vivent sur l'essentiel. Donc, il faut préparer les gens, mais il faut les accompagner. Et ça demande donc que nous, en tant qu'État, et c'est d'où l'importance du fonctionnement des institutions, on prend des décisions exceptionnelles. Actuellement, je ne sais pas si on est déjà à 50% de la dette sur le PIB, mais il y a des pays développés qui sont à plus de 100 et qui ont même emprunté à des taux négatifs, simplement parce que la qualité de la gouvernance et les perspectives du pays sont bonnes. Donc je veux dire que nous aussi, on peut se permettre, si on est dans cette décision-là, et on a bien compris que cette crise doit nous permettre de refonder beaucoup de choses. Refonder l'État, refonder les politiques publiques, refonder les systèmes financiers, systèmes monétaires. Si on est dans cette perspective-là, on peut se permettre donc des mesures vraiment inédites, du style, je ne vais pas dire plan Marshall, parce que ce qui arrive là, c'est une bourrasque terrible. Imaginez qu'on soit dans ce pays où chaque jour, on a ce qu'on voit en Italie, c'est-à-dire 300, 400 morts. Qu'est-ce que vous croyez que ça va créer comme trouble, comme réaction dans la société? Ne serait-ce même que pour assurer la sécurité, donc maintenir des troupes dans la rue, les policiers, des gendarmes, etc. C'est beaucoup de moyens. Donc si on se dit que non, on a des contraintes, on a des limites, on sera forcé à le faire dans le désordre. Il faut dès à présent se dire non. Il va nous falloir des milliards et des milliards pour faire face. Mais est-ce que le Cameroun peut justement soutenir une dette de ce type-là? Parce qu'on a coutume de dire que le Cameroun coule déjà sous le poids de la dette. Le Cameroun, pour l'instant, ne coule pas encore sur le poids de la dette. Ce sont des analyses qui sont très relatives. La limite de la dette est acceptable. Elle est à 70% du PIB. On est sensiblement à 42, 45. Donc pour l'instant, donc le Cameroun peut soutenir. Oui, le Cameroun peut soutenir. Pour revenir un peu sur ce que Franck disait tout à l'heure, oui, il y a un problème de ressources qu'il faut chercher. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est fait sur le plan de la solidarité internationale avec le FMI, la Banque mondiale et peut-être l'OMS ne pourra pas suffire. Mais la question qu'on devrait aussi se poser, c'est où on va aller prendre cet argent-là en interne. En interne, j'ai évoqué certaines pistes chez vos confrères, on pourrait lancer un plan de solidarité interne, n'est-ce pas? Mais à côté de ça aussi, il y a... Qu'est-ce qu'on veut dans le plan de solidarité? Bon, on a souvent eu coutume de lancer certains plans de soutien humanitaire. Le cas de Boko Haram, on a levé certains fonds en interne. Les Camerounais sont réputés par leur solidarité, même si ça sera difficile qu'en période de confinement, les gens qui vivent avec rationnement puissent sortir pour soutenir l'État, mais c'est envisageable. Sur le plan sous-régional, vous avez évoqué des mesures qui sont prises actuellement. C'est vrai que même sur le plan sous-régional, ce sont toujours des mesurettes parce qu'elles vont prendre effectivité plus tard et peut-être que la crise sanitaire sera enlisée. Mais les moyens, peut-être aujourd'hui on peut redéfinir un nouveau budget, n'est-ce pas, en accordant une bonne partie de ce budget-là, en allouant une bonne partie de ce budget-là à la crise sanitaire. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, des mesures exceptionnelles comme vous les appelez, mais c'est difficile
c'est pas la volonté qui manque. Ce que moi j'aimerais qu'on souligne ici, c'est que c'est pas la volonté qui manque. Si c'était facile de claquer des doigts et de dire, bon, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, mettons l'argent dans la caisse et solutionnons la crise, on aurait pu le faire. Mais il y a un certain nombre de contraintes internes et externes qu'il faut gérer. Et vous n'allez pas me dire qu'à un moment donné, on va rentrer dans une forme d'état anarchique où chacun fait ce qu'il veut par rapport à la crise. Il faut toujours le sens de la mesure. Il faut le sens de la mesure à chaque chose. Moi, je dis attention, hein, parce que moi, j'observe ce qui se passe à l'extérieur. Les gens font déjà ce qu'ils veulent. Les États-Unis sont en train de lancer des appels à faire venir des médecins de partout. Ils sont en train de prendre toutes les mesures à leur niveau, parce qu'ils ont un plan de réponse national à cette crise-là, qui va demander une importante création monétaire. J'ai vu au niveau de l'Union européenne que c'est presque la jungle là-bas, parce qu'il y a même, je crois, cette anecdote-là, bon, c'est triste, c'est pas le mot peut-être approprié, mais un pays qui a intercepté la cargaison de masques et de matériel médical en provenance de la Chine vers l'Italie, parce que lui-même il en a besoin, donc on n'est plus dans la solidarité. Donc il faut comprendre que non, face à ce genre de situation, si les instruments multilatéraux classiques là, ne sont pas en train d'évoluer à la vitesse qu'il faut, on ne doit pas compter sur. On doit d'abord, au niveau national, prendre aussi des mesures exceptionnelles. Et si on pense que non, c'est très important, parce qu'à la fin, tout ça doit se gérer à une échelle multilatérale par la concertation, mais il faut pousser, et au plus haut niveau. Parce que, pour moi, je suis conscient qu'on a des limites, mais la question principale qu'on doit se poser tout au long de la gestion de cette crise, c'est: sommes-nous en train de faire le maximum avec les ressources dont nous disposons actuellement? Et si on n'est pas en train de le faire, pas d'excuses. Parce que l'enjeu, c'est pas facile. Vous savez, je suis ministre, je ne dors pas 24 heures. Non, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les institutions font face de la façon la plus efficace possible à une menace qui va entraîner des pertes en vies humaines. Donc, c'est ça le plus important. Et si quelqu'un est fatigué, ok, qu'on le remplace, mais il faut que la machine tourne. Je suis déjà rassuré aussi que vous conveniez avec moi qu'il y a des limites, qu'on a des limites. Et c'est pour cela que peut-être notre gestion est problématique. Non, les limites sont nombreuses. Parce que moi, je pense que, je prépare un article là-dessus, cette crise est un puissant révélateur de tout notre tard. C'est-à-dire que tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on aurait dû mettre comme habitude, toutes les mauvaises habitudes qu'on a eues en termes de gestion, absence de prévoyance, absence de concertation, absence de communication avec la population, tout ça nous rattrape aujourd'hui et nous met clairement en difficulté. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour nous qui ne sommes pas en position de décider, de piloter, notre rôle, c'est un rôle de vigilance et de proposition. Mais quand vous parliez tout à l'heure du benchmark qu'il faut faire, bon, si c'est révélateur du fait que le pays est très mal gouverné, alors vous dites quoi de la France, de l'Italie? Mais la France n'est pas bien gouvernée à mes yeux. L'Italie n'est pas bien gouvernée. Elle est peut-être mieux gouvernée que le Cameroun, oui, mais ça ne devient pas ils sont néanmoins mieux gouvernés selon vos calculs. Revenons, messieurs, revenons sur certains aspects. Mais ils font encore devant oui, mais la crise. C'est pas ça la crise. Ce que nous voulons, parce qu'il y a des petits pays. C'est vrai que c'est toute comparaison n'est pas raison, mais il y a des petits pays. Ce n'est pas la question de la taille. Il y a la Corée du Sud, il y a Singapour, il y a Taïwan. Ils sont toujours des pays émergents. Qui s'en sortent mieux. Alors revenons, monsieur. Et ce qu'il faut aussi important de communiquer au Camerounais actuellement, c'est qu'on a les solutions. On est capable. Parce que c'est aussi ça le sens de la prise de parole politique au plus haut niveau. C'est de donner la confiance, insuffler l'impulsion et donner le sentiment qu'on peut y arriver. Et je suis d'accord avec vous. Revenons justement sur les mesures d'accompagnement. Quelles devraient être ces mesures, Franck, ici? Moi, je pense qu'à un niveau, c'est très compliqué. Parce que là, on entre dans la pratique. Regardez par exemple ces affaires de loyer seulement. Ou bien simplement si on dit les gens doivent être la faisabilité du confinement, je pense même que ce n'est pas possible. Parce que les gens vivent dans des bidonvilles. Les gens vivent dans la promiscuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire du jour au lendemain de nouveaux logements. Donc c'est ça qui est très compliqué. Donc ce type de solution, je pense que ça s'applique à un certain niveau, mais ça ne s'applique pas pour la majorité de la population. D'où l'importance de penser aux alternatives. Les alternatives, c'est quoi? Est-ce que ce ne serait pas peut-être les tests? C'est-à-dire on teste massivement dans ces zones-là et on isole ceux qui sont malades. Je me pose la question. Parce que je vous parlais d'abord de la faisabilité du confinement. Maintenant, si les gens sont confinés, ils sont chez eux, 9 Camerounais sur 10 sont dans l'informel.
je n'ai pas la statistique récente, mais dans ces 9 dans l'informel, là, il y a très peu qui ont l'assurance, la sécurité sociale, l'assurance en termes de santé, un salaire régulier, un contrat de travail. Parce que moi, par exemple, j'ai la chance que l'entreprise a pris des dispositions de garantir le salaire au moins pendant 3 mois et revoir si après la situation se complique, pour voir comment on s'adapte. Mais au niveau de ceux qui sont des débrouillards, qui sont des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, qui vivent au jour le jour, dont le capital est réinvesti quotidiennement, je pense qu'il faut rapidement, et c'est pourquoi c'est la force de la concertation, des échanges pour voir qu'est-ce qui est possible, quel est l'effort que chacun est prêt à faire. Maintenant, moi je pense qu'il y a par exemple la distribution de denrées qui sera dans la clé de l'accompagnement. Il faut peut-être suspendre des factures d'électricité, il faut des mesures spéciales pour faire même mettre à disposition de l'eau, même comme ça manque déjà en temps normal. Il faut que sur le plan de l'Internet, pour que l'activité, c'est-à-dire que la part de la population qui est dans le formel et qui génère peut-être une grosse partie de la richesse nationale puisse continuer à travailler avec des méthodes alternatives. Tout ça, ça doit être concerté et peut-être il faut des crédits, des facilités de crédit pour les entrepreneurs et pour un ensemble d'acteurs sociaux qui vont se déployer. Mais le plus difficile, je vous avoue, c'est j'attendais les mesures du ministre du Commerce, il a annoncé, mais ça m'a un peu fait sourire, sur la régulation de la circulation dans les marchés. Parce que là, c'est le lieu où vraiment la contamination est possible et le gros du travail de l'informel se retrouve. Et j'avoue que c'est pourquoi on a besoin de discuter entre nous et voir ce qui est possible, en incluant même des populations dans ces discussions. Lui, Narcisse, quel devrait justement être l'accompagnement de la classe économique privée? Je parle notamment du GICAM. Bien. Déjà, pour revenir un peu sur ce que Franck disait tout à l'heure, il me rassure quand il accepte quand même que notre situation est particulière. C'est-à-dire on a des bidonvilles, on a des gens qui vivent dans la promiscuité, des gens qui vivent au jour le jour. C'est-à-dire que si une personne ne sort pas, elle ne pourra pas manger le lendemain. Donc c'est très difficile de prendre des décisions pour ce type de personnes-là. Maintenant, pour revenir sur ce que... Comment peut s'organiser justement la classe privée? On a eu justement un communiqué du GICAM la semaine dernière. Je le retrouve pendant que vous y allez, je le retrouve et puis je le lis là. Bon, la concertation dont vous parlez, on l'appelle tous de nos voeux. C'est pas... Et elle doit être permanente. Elle doit être permanente, effectivement. Je pense quand même que certaines choses sont faites ailleurs. On voit, même si ce n'est pas des groupements par chrono qui se lèvent pour prendre un certain nombre d'initiatives, on voit quand même qu'il y a des chefs d'entreprise qui essayent d'accompagner l'État en prenant un certain nombre de mesures. Parfois en assistant l'État de manière financière. Mais jusqu'ici, quand même, on a une forme de silence qui est inquiétante. Peut-être parce qu'on pourrait dire qu'ils n'ont pas été assez consultés, mais ils doivent aussi envoyer des signaux positifs. Ils doivent envoyer des signaux positifs et se dire, bon voilà, ce que notre part dans la contribution de l'effort national. Parce qu'il faut savoir que si la situation entre en déliquescence totale, c'est tout le monde qui perd, même ces chefs d'entreprise-là. Ils sont même aussi les plus exposés. Donc il faudrait qu'ils commencent aussi à lancer des signaux, même s'ils ne sont pas appelés à une concertation pour l'instant, mais qu'ils commencent à lancer des appels, qui commencent à envoyer des signaux de soutien, de solidarité envers les efforts qui sont faits sur le plan public. Sur la même question, l'apport de la classe économique privée. Je crois qu'il y a déjà des orientations qui ont été dégagées, déjà par le comité monétaire de la BEAC avant-hier et hier par la réunion des ministres de l'économie qui ont promis qu'ils vont baisser certains taux directeurs pour des accès plus faciles, mettre à disposition des lignes de crédit, utiliser la BDA, Banque de développement, pour qu'on utilise, les entreprises aient plus accès à ce fonds, parce qu'il y a des fonds qui existaient qui n'avaient pas encore été utilisés. Ils ont dit qu'ils vont lever d'autres fonds, mais tout ça, c'est à l'échelle sous-régionale et c'est en termes très généraux. Ça doit se traduire pour le Cameroun de façon très concrète. Et les signaux ont déjà été envoyés par les responsables du secteur bancaire, par le GICAM, par d'autres groupements pour dire au gouvernement, on a besoin de choses concrètes. On a besoin de se parler. Et je pense que dans ça, moi j'attire juste l'attention sur deux choses. Premièrement, il ne faut pas sacrifier, c'est-à-dire les travailleurs. Moi j'ai vu et je me suis réjoui qu'on ait rappelé à l'ordre
une entreprise qui allait commencer à diminuer de 50% les salaires des gens. C'est inacceptable ça. C'est inacceptable. Donc je pense qu'il faut veiller à ce qu'on respecte le droit des travailleurs. Il faut veiller à ce qu'on ne crée pas de pénurie artificielle pour faire monter les prix. Que ces personnes qui se livrent à ça doivent être sanctionnées durement. Donc ce qui demande encore un État sur le terrain qui fait la régulation. Il faudrait, parce que bon, peut-être ça ne répond pas directement à la question, mais moi je suis beaucoup plus focalisé sur les populations. C'est les couches les plus défavorisées. Oui. Les stocks de sécurité au niveau alimentaire, moi j'avais entendu et je trouvais que ce n'était pas sérieux. Le ministre du Commerce dit non, ne vous inquiétez pas, on a 3 mois de stock de sécurité. Non, en période de guerre, j'observe ça en Inde, j'observe ça en France, j'observe ça partout, les gens vont dévaliser les stocks. C'est-à-dire la manière dont on consomme, parce qu'il y a la psychose, parce qu'il y a la peur, n'est pas la même qu'en période normale. Il faut savoir qu'en période normale, ce n'est même pas tout le monde qui a le minimum. Donc il faut vraiment qu'à ce niveau, on se dise, est-ce que le pays peut rapidement constituer des stocks, s'approvisionner et penser même si ce n'est pas une distribution gratuite, la part qui n'est pas distribuée gratuitement, une distribution rationnelle à des prix. Parce que le double choc que vont subir les ménages, c'est quoi? C'est que d'une part, je ne travaille pas, j'ai une diminution de mes entrées, mais de l'autre côté, inexorablement, il y a une hausse des prix et peut-être parfois dans certains cas, une hausse des dépenses. Dépenses liées au confinement, je consomme plus, et dépenses liées peut-être aux dépenses de santé parce que, écoutez, elles risquent aussi peut-être d'augmenter. Donc tout ça, ça fait que mes revenus diminuent mais mes dépenses augmentent. Il faut que le système par lequel j'accède aux denrées alimentaires soit garanti. Et ce n'est pas facile à organiser. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas fanfaronner, il faut bosser, il faut se concerter, il faut dire mais comment on va faire cette affaire. En fait, on veut voir, ce qu'il faut envoyer comme signal, c'est qu'on travaille et tout le monde doit apporter sa part. Donc ça veut dire quoi? Des réunions avec les Bayam Selam, des importateurs, etc. C'est notre ministre qui est en relation avec les pays où on s'approvisionne pour voir, puisque parfois eux aussi sont en difficulté, quelles sont les voies de contournement. Donc c'est tout ça qui devrait être l'objet de la grande mobilisation nationale et on ne doit négliger aucune idée, aucune expertise, aucune proposition. Alors on sort justement de cette... Allez-y. Bon, je vais rebondir sur ce que dit. Je partage amplement ce qu'il est en train de dire. Mais je pense quand même que les signaux que vous avez évoqués tout à l'heure concernant la sphère entrepreneuriale qui disait, bon voilà nos besoins, nous on a besoin de ça. À un moment donné, quand on est dans une crise comme celle-ci, on parle moins de ses besoins, on parle un peu plus de ses apports. Comment on va protéger effectivement les salariés. On doit donner quelque chose. Voilà, on doit toujours donner quelque chose. Mais pour l'instant, moi j'ai eu l'impression qu'on faisait une emphase sur les besoins. On a besoin effectivement de travailler de manière collégiale. Vous avez évoqué les mesures sous-régionales. Déjà, elles ne sont pas satisfaisantes pour moi parce que si on est passé d'un taux d'intérêt d'appel d'offres à 3,5 à 3,25, vous convenez avec moi qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts. Et même s'il faut dégager une enveloppe sous-régionale de 250 à 500 milliards, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Donc je pense qu'on devrait s'asseoir ensemble et penser vraiment des solutions collégiales. La sphère entrepreneuriale doit être capable de dire voilà les coûts que nous allons subir, voilà ce que nous pouvons apporter, voilà comment nous aimerions être accompagnés. C'est une situation, là je vous rejoins, donc c'est une situation exceptionnelle qui mérite donc que les gens, les différentes parties prenantes fassent preuve de solidarité et d'un sens de la mesure. Mais je réaffirme par rapport à ma position, c'est que actuellement on a davantage l'impression effectivement que les choses se discutent de chaque coin. C'est-à-dire la sphère entrepreneuriale dit bon, je veux si le ministère du Commerce fait une sortie et dit voilà ce que nous pouvons faire. Le ministère de la Santé, à coup par exemple de tweet ou à coup d'une communication à sa façon journalière, essaie de faire. Donc il faudrait effectivement déjà qu'il y ait une plateforme où effectivement c'est voilà les différents leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour solutionner la crise. Et c'est maintenant que ça se passe. Et je parlais tout à l'heure du timing. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on continue à être dans une optique où on se dit peut-être notre climat est favorable, peut-être nous les Noirs nous sommes plus résistants et on a une population plus jeune. Il y a des risques de mutation de la maladie. Donc je pense que c'est maintenant que certaines mesures doivent être prises.
Franck, et si tout à l'heure vous disiez que cette crise avait révélé l'état finalement de notre économie, vous pensez qu'elle va porter finalement le coup fatal à notre économie ou bien il y a des moyens d'agir pour ne pas sombrer totalement? C'est pourquoi moi j'insistais sur l'élément subjectif qui est l'attitude et qui détermine le reste. C'est-à-dire que ce virus nous vient certes de la Chine, mais chez les Chinois, il n'y a pas que des virus, il y a aussi une certaine sagesse. Par exemple, le mot crise, chez eux, est représenté par 2 pictogrammes. Un pictogramme veut dire menace, menace d'implosion, de disparition. Et un autre, c'est opportunité, opportunité de refondation, de renaissance. Et je pense que là, je convoque un concept économique. La croissance, telle que Schumpeter l'a définissait, c'est-à-dire c'est un processus de destruction créatrice. Comment on s'organise pour que cette affaire-ci détruise nos mauvaises habitudes, nous permet de nous débarrasser de ces mauvaises politiques, de ces mauvais réflexes institutionnels, de ces mauvaises approches, et qu'on en sorte à la fin plus robuste. Parce qu'on va payer des prix. On va payer un prix humain lourd, on va payer un prix économique certain, on aura peut-être des troubles sociaux, voire même certains, sécuritaires. Donc c'est quelque chose que s'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, assez rapidement, on aura des conséquences qu'on peine à imaginer ici chez nous. Mais je pense que ce qui permettra qu'on renaisse de ça, c'est, comme je disais, un certain nombre de... C'est dans l'attitude beaucoup plus. Un, d'abord, faire le maximum avec les ressources dont on dispose. 2, savoir qu'il va falloir faire preuve de sacrifice. 3, de solidarité. 4, de discipline. Parce que la particularité de cette crise, c'est que si moi je fais tout mon homework, je respecte toutes les consignes, mon voisin ne respecte pas, on est dans la même situation. Donc ça nous oblige à faire société. Ça nous oblige à faire unité malgré nous. C'est comme si vous avez votre ennemi, vous êtes sur un bateau qui est en train de couler et vous avez besoin de vous entraider, sinon vous devez mourir. C'est dans cette situation que nous sommes et c'est pourquoi le niveau de conscience doit être vraiment élevé. Et comme on n'a pas les moyens, par exemple, du confinement strict et total, donc c'est vraiment la communication à l'africaine vraiment qui doit être accélérée, c'est-à-dire la palabre où je veux voir par exemple des gens qui en langue locale expliquent aux gens les enjeux, répètent, les agents de communication là qui soient partout. Communication de proximité. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse le maximum avec ce dont on dispose. Et ce qu'on dispose n'est pas déjà négligeable. Donc pour moi c'est ça le message principal. On est dans une ère d'incertitude, je ne saurais pas vous dire tout ce qui va se passer. Sur la même question, lui Narcisse Godon. Sur la même question, il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Je pense que sur le volet comportemental, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être que la communication est nécessaire sur ce point de vue-là. Parce que jusqu'ici, le gouvernement s'est arrêté à la télévision, la radio, Internet et la presse écrite. Je veux dire que je donnais tout à l'heure les chiffres, les derniers chiffres en matière de Camerounais présents sur les réseaux sociaux. On constatait que même pas que plus de 65% des Camerounais ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, même si les Camerounais, non, les Camerounais sont au fait de la situation. Oui. Moi, je reviens d'un voyage dans le Oignon où j'ai fait les 6 communes du Oignon. Messamina, Somalomo, Nguela, Mesok, Lomier et Mindoro. Tout le monde là-bas est au fait de la situation. Peut-être qu'ils ne sont pas sur Twitter ou sur Facebook, mais curieusement, ils ont l'information qu'il y a le coronavirus et que c'est sérieux. Donc, dire que la communication est ciblée au micropole, c'est quand même un peu, c'est tout juste. Je pense que donc, à la radio, on communique, mais pas suffisamment. Je pense qu'on pourrait davantage faire. Parce que je vous aurais demandé justement qu'est-ce qui explique que... Non, avec une communication peut-être de proximité, telle qu'on est en train de l'évoquer, c'est-à-dire que... Surtout qui aboutit à des changements de comportement. Effectivement. On peut avoir l'information, on maintient le effectivement. Maintenant, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème, comme je l'évoquais tout à l'heure, de déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tournent parfois à la dérision, même des sujets très graves. C'est-à-dire, vous avez vu des vidéos sur des réseaux sociaux où des jeunes dans des snacks chantent que le corona, c'est la maladie des Blancs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sensibilisation et ça passe par une conscientisation de tout le monde. Il faut que chacun prenne la mesure de la situation. Maintenant, pour revenir sur des questions purement économiques, moi je crains effectivement que Franck l'a un peu abordé de manière partielle, mais il n'a peut-être pas utilisé le mot qu'il fallait, c'est qu'il y a des gens qui vont se lancer dans des activités de spéculation. Les gens vont retirer du riz, des pâtes alimentaires du marché et faire flamber les prix. Et on va se retrouver dans une crise très grave. C'est pour cela que vous avez parlé tout à l'heure de la régulation qui est importante. Et là, le ministère du Commerce doit prendre toutes
la mesure de la situation pour agir. Maintenant, sur des questions, sur les aspects, comment on fait pour sortir de là, ça sera très difficile, mais on peut. On a encore quelques ressources, ça veut dire qu'on n'est pas en état couché. On n'est pas en état couché. Il faudrait, vous avez parlé tout à l'heure de la distribution des vivres peut-être dans les familles. Aux plus défavorisés. Aux plus défavorisés. Moi, je pense que c'est une mesure, j'aimerais qu'elle se fasse, mais elle est très difficile à mettre sur pied. C'est pour cela que je pense quand même qu'il y a une institution qui existe, la MIRAP, qui peut jouer tout son rôle. Oui. C'est-à-dire que mettre sur pied des marchés communautaires, voilà, oui. Où des gens vont venir s'approvisionner de manière sécurisée et à faible coût. Et par la même occasion, on pourra gérer un peu. n'est pas toujours à faible coût. Je ne sais pas si vous... Bon, ça sera peut-être l'occasion le prix de la viande à la MIRAP, ça sera donc. C'est pour cela qu'on appelle la régulation. Voilà. C'est-à-dire que peut-être en situation normale, il y a eu des écarts. Oui. Mais actuellement, il faudrait qu'elle joue tout son rôle. C'est d'abord une institution conjoncturelle. Elle a été créée parce que la situation qui prévalait pouvait justifier qu'on mette sur pied une institution comme celle-là, et en période de crise comme celle que nous connaissons là, elle peut au moins se permettre que les gens puissent se ravitailler de manière sécurisée et probablement à proximité de leur maison. Bon, c'est une institution qu'on peut convoquer ici dans la gestion de la crise. Maintenant, par rapport au secteur privé. Elle existe encore, ça veut dire. Elle existe encore. Elle existe encore. Elle tient des marchés régulièrement, mais elle peut avoir plus de moyens maintenant et se déployer de manière plus régulière, parce que ce qu'on observe, c'est parce qu'il y a des marchés qui sont faits de manière ponctuelle et de manière très dispersée dans le temps. Maintenant, si on revient sur le secteur privé, j'ai parlé tout à l'heure de la suspension de certains engagements. Aujourd'hui, par exemple, si on entre en situation de confinement total, il y a des prestataires qui peuvent être frappés, par exemple, de forclusion dans leur marché parce que la période de confinement n'a pas permis qu'ils puissent exécuter leurs travaux. C'est pour cela qu'il faut prendre toutes les mesures possibles, penser à tout le monde. Penser aux prestataires, penser aux travailleurs, penser aux populations. Nous sommes aussi sensibles, nous sommes tous sensibles aux populations. Il faut des accompagnements. Ce que nous devons, moi, ce que j'appelle, c'est qu'on entre effectivement, même si ce n'est pas un confinement total actuellement, mais que les 3 principales villes de foyers de contamination sont mises en quarantaine et qu'on commence à accompagner d'une certaine manière les populations. C'est-à-dire qu'on peut revoir par exemple le coût du mètre cube d'eau, on peut revoir, si on ne peut pas suspendre totalement, revoir peut-être le coût de l'électricité et revoir la location, parce que ça sera très difficile que des gens essayent de se confiner puisque la situation sera durable. On ne peut pas se dire, comme j'entends par-ci, par-là, que ces 2 semaines de confinement, vous voyez, les chiffres ne font qu'imploser, les contaminations sont toujours à la hausse. Donc cette situation va durer 1, 2, 3 mois, peut-être même jusqu'en fin d'année. Donc il faut qu'on se prépare par rapport à cela, et des gens qui ne travaillent plus ou qui travaillent à temps partiel ne peuvent plus être à la hauteur de leurs engagements. Donc ce sont des mesures qui seront peut-être douloureuses, qu'il va falloir penser dès à présent. Un dernier mot, Franck, et si on arrive au thème de l'émission. Non, j'ai juste une pensée pour ce que l'on appelle des personnes vulnérables, qui doivent être aussi une priorité dans la stratégie en termes de filet de sécurité. C'est d'abord les déplacés internes qui sont dans nos villes, qui sont aussi dans cette promiscuité qu'on dépeignait là, et qui sont déjà, voilà, ils vivent de certains dons, voilà, parfois de bonne volonté camerounaise ou bien de quelques institutions, qui, si ils continuent à vivre comme ils vivent, tels qu'on les observe, par exemple dans la ville de Douala, sont un foyer de propagation du virus. Ce n'est pas parce qu'on sera occupé des travailleurs, on irait s'occuper des gens qui sont en situation plus ou moins normale, que ces groupes-là doivent être oubliés. Et bien sûr, il y a l'hôpital. L'hôpital a besoin d'être renforcé. Parce qu'on a parlé mais j'ai appris que la prise en charge journalière d'un malade, c'est 300 000 francs. C'est élevé. Je crois que c'est presque 10 fois le SMIC. Bon, donc c'est beaucoup. Donc il faut réfléchir à tout ça. Il faut des incitations particulières pour le personnel de santé. Il faut des équipements. Confirmer ces informations-là, Franck. Non, il y a le directeur de l'hôpital général de Yaoundé qui a fait cette déclaration.
au bout de quelques jours, je crois que c'est 300 000 francs la journée. Mais on peut vérifier. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que n'oublions pas qu'au-delà de tout ça, au niveau sanitaire, il y a des dimensions économiques qui demandent aussi beaucoup plus de dépenses. Alors, je vais relire ce communiqué radio. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, porte à la connaissance des populations de la ville de Douala qu'il organise du 2 au 7 avril 2020. Une vaste opération de recherche active des cas au sein de la population dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, le Covid-19. Les agents de santé communautaire passeront dans les ménages pour sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre le coronavirus et identifier les personnes à risque de développer la maladie, à l'effet de leur faire subir un test de dépistage par les équipes spécialisées. Le ministre de la Santé publique invite les populations de la ville de Douala à adhérer à cette opération de lutte contre le coronavirus qui se fera sous l'encadrement du gouverneur de la région du littoral. Il rappelle par ailleurs aux populations l'importance de respecter les mesures de prévention, dont le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, ainsi que la limitation des déplacements hors des domiciles. C'est signé Manaouda Malachi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. La rediffusion, c'est ce soir lorsqu'il sera 21h30, 21h, et demain lundi lorsqu'il sera 13h30. Mais comment partir sans dire merci à toute l'équipe qui était derrière. Je pense à Eric Ngando, le réalisateur. Je pense également à Emmanuel Tibi, à la make-up artiste Mibel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.